Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle d'une approche somatosensorielle avec de la symbolique et un langage psychocorporel plutôt symbolique de votre colonne vertébrale qui est en fait votre soutien, votre lien entre le ciel et la terre, entre tous les éléments et le soutien de tout votre être, de votre corps. En fait, si votre colonne vertébrale elle pêche, forcément ça a une incidence. Tous les nerfs, tout le système nerveux, les muscles principaux s'y rattachent. Et je fais partie des personnes qui s'est explosé la colonne vertébrale. Et du coup, c'est un sujet qui me touche. Et c'est vrai que en séance, on peut travailler de manière holistique, en fait, tout ce qui a été bloqué. Il y a une grande composante qui vient du lien, qui vient de comment je me suis construite dans le lien. Qu'est-ce que je porte comme humiliation, comme blessure d'attachement, comme fardeau sur mes épaules. Toutes ces expressions qu'on entend en fait au quotidien, il y a un lien entre le lien, la construction du lien, et ce qu'on porte aujourd'hui dans la colonne vertébrale qu'on peut libérer. Et moi, je travaille avec certaines personnes pour apprendre à libérer en fait les chaînes musculaires qui sont bloquées avec un soutien psycho-émotionnel et psychocorporel. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs angles d'approche. On peut passer par la parole, par la compréhension. On peut passer par une remobilisation différente du corps pour lui faire engrammer quelque chose de nouveau. Et on peut passer aussi vraiment par cette libération émotionnelle de tout ce qui est resté logé. Alors je vais vous parler de ça pendant un petit moment et après je vais vous lister en fait la symbolique des vertèbres qui sont coincées dans la colonne vertébrale et peut-être que ça vous donnera une clé du jour si vous êtes coincé dans une hernie discale ou autre, ou de l'atlas ou l'axis, n'importe. Voilà, belle écoute à vous. Le corps a un langage émotionnel. On n'est pas fait seulement de pensées d'éther et de blabla mental. Le corps, il a son propre langage, il nous parle. Et on n'arrive pas toujours à apprendre à le lire, à détecter en fait le lien entre le corps, juste la matière, les émotions qui circulent à l'intérieur, qui sont bloquées depuis longtemps parfois. Et l'idée, c'est d'aller retracer, de remonter en fait les traces des tensions et des chocs qui ont été vécus. Et c'est pas forcément de les remettre en lumière à travers du mental. Je vais identifier au travers du corps les peurs, les blocages qui sont là, qui provoquent aujourd'hui une somatisation des effets physiques, des souffrances qui sont pas désirables aujourd'hui. Donc en fait, ça vise une approche, un rééquilibrage du corps-émotion de la personne. Il faut imaginer votre corps comme un livre de votre histoire en fait, avec une mémoire, des empreintes émotionnelles. Et le corps, il n'oublie pas ce qu'il a vécu. Il n'oublie pas. On peut reprogrammer des choses et il y a des traces qui restent logées jusqu'à ce qu'on aille les visiter en fait. Et par exemple, quand on vit un choc émotionnel, que ça soit quand on est encore à l'intérieur de l'utérus de sa mère ou que ce soit pendant la petite enfance ou plus tard, le corps, il va créer des nœuds, il va créer des tensions musculaires, des tensions tissulaires minimes qui font des marqueurs qui se marquent sur le fascia. Vous pouvez regarder la vidéo sur le fascia si ça vous intéresse. C'est vraiment une grande enveloppe qui est un tissu conjonctif qui est partout dans le corps presque. Et c'est comme un grand filet qui relie toutes les structures de votre être entre eux. Et il relie les muscles et il les sépare aussi en plusieurs espaces. Et en fait, les fascias, ils sont interconnectés et à la moindre tension qui va être vécue, ça va être répercuté dans l'ensemble du corps à travers de cette chaîne tissulaire. Et du coup, ça peut provoquer des dysfonctions sur certains organes, à certains endroits du corps. Et plus je vis un schéma répétitif, plus ça va faire des petits nœuds à l'intérieur de moi.
Donc les fascias, ils vont imprimer, ils vont écrire dans votre livre corporel, au plus profond de votre être, toutes les émotions vécues, tous les schémas vécus depuis que vous êtes conçu. Donc, par exemple, même à l'intérieur intra-utérin, le ressenti de la mère, ces hormones du stress, ça va être imprimé inconsciemment dans les tissus de l'enfant, puis de l'adulte, si rien n'est fait pour prendre des distances avec ça, pour faire différemment et pour se libérer en fait de ces petites tensions qui ont été répétées en vous pendant des années. Et ces émotions, elles génèrent de la souffrance, alors qu'à la base, une émotion, elle est là pour nous donner une boussole, elle n'est pas là pour être négative, mais quand on a accumulé trop de colère, trop de souffrance, trop de tristesse, des peurs bleues de la petite enfance, finalement, on se déconnecte. Et on se déconnecte de ce corps qui fait mal, en fait, qu'on n'arrive plus à sentir, soit par un suractiviste permanent, soit par une dépression, soit par de la dissociation, parce qu'on a mal et qu'on essaye de se protéger pour prendre ses distances. Et ces peurs, elles apparaissent très différemment d'un individu à l'autre, en fait. Elles varient en fonction de votre environnement, de votre culture, de votre famille, de l'éducation, de l'évolution personnelle, de toutes les interactions que vous allez avoir avec l'environnement et la qualité de soutien et d'amour inconditionnel que chacun et chacune va recevoir, va rencontrer au travers de son chemin. Donc même si ces peurs, elles semblent maîtrisées, en fait, elles vont jaillir de manière inopinée quand tout à coup il y a les circonstances ou des stimuli qui vont réactiver le vécu initial. Quand je capte dans l'environnement que quelque chose de similaire est en train de se produire, hop, ces petits nœuds-là, ils vont réagir. Et je vais revivre ce choc qui est imprimé dans ce livre corporel à travers un événement au présent qui est bien précis. Et puis plus l'événement il va se répéter, plus la personne elle va se charger avec des tensions internes qui sont encore plus difficiles à évacuer par la suite. Et plus elle augmente en fait ses couches et ses couches et ses couches de souffrance. En recréant en fait ces nœuds tissulaires dans le fascia qui sont un témoin de conflits qui sont pas résolus, d'un surplus d'émotions qui a été emmagasiné. Et quand on libère le corps, on libère les émotions, on libère aussi les schémas. Et j'aime beaucoup l'approche holistique et l'approche psychocorporelle parce que je vois des résultats incroyables. Et voilà, donc on entend de manière générale « Ah, j'ai un nœud dans l'estomac, j'ai une boule dans la gorge. » Et « Ah, j'en ai plein le dos. » Mais c'est important d'entendre ces expressions. Elles viennent pas de nulle part. Quand on dit « Ah, je peux pas sentir une personne », on parle peut-être inconsciemment des phéromones, c'est pas pour rien. Donc, si j'identifie pas la source du mal, ce qui m'a fait des nœuds à la base, je vous résume comme ça, je vais réagir, le corps réagit en enfouissant le problème au plus profond de son être. Et il va fuir en fait toutes les situations qui vont l'exposer à ça. Et consommer du sucre, avoir besoin de sucre ou d'alcool, adopter une mauvaise hygiène de vie de manière générale en fait, ou se remplir de nourriture pour pas sentir le vide. Et le corps il compense comme il peut le pauvre, il fait ce qu'il peut. C'est important d'être tendre et doux et douce avec vous et de le prendre dans les bras et de le bercer et d'avoir de la compassion pour ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé et des choses que vous ne pouviez pas, dont vous ne pouviez pas vous protéger étant enfant. Et quand le corps il est en saturation, on peut avoir des hernies, des torticolis, des lumbagos et des douleurs chroniques en fait, ou toutes les manifestations physiques de la suracidité du corps qui poussent la personne à faire quelque chose pour être aidée. Donc des fois, il n'y a pas le choix que de retourner vers des moments difficiles de la vie où on a accumulé en nous ces chocs qui se sont inscrits dans tous ces tissus et qui nous parasitent aujourd'hui. Et c'est important de passer à travers le trauma du départ et pour pouvoir aller le reprogrammer différemment, le visiter différemment. Et ces approches somato-émotionnelles, psychocorporelles, elles sont très très intéressantes. Et vous pouvez lire ce livre comme vous allez apprendre un code de la route. Ça vous guide, ça vous donne un GPS. Parce que vous êtes codé en fait, avec toutes ces émotions bien vécues et mal vécues, parce qu'il n'y a pas d'émotions négatives.
C'est au niveau du langage tissulaire et du langage des mouvements qu'on peut intervenir pour permettre au corps de s'exprimer en fait et qu'on puisse l'écouter et qu'on puisse se libérer progressivement de la mémoire émotionnelle qui a été inscrite. Donc on peut effectuer des tests avec diverses respirations, divers mouvements, les mouvements du diaphragme. Et c'est assez intéressant aussi ce qu'on peut faire avec le toucher. Mais ça, c'est un autre chapitre que la colonne vertébrale. Et du coup, il y a aussi une correspondance dans les approches psycho-émotionnelles et psychocorporelles entre la colonne vertébrale et toutes ces émotions qui ont été logées et mal vécues, mal intégrées par chacun et chacune en fait dans sa vie. Et que chaque vertèbre, en fait, elle a une connotation, une symbolique émotionnelle qui lui est propre. En fait, votre colonne vertébrale, elle mesure à peu près 75 cm chez l'adulte. Puis elle a plusieurs segments différents. Elle a des vertèbres en bloc en haut, des vertèbres au milieu, des vertèbres en bas. Donc on a 7 vertèbres cervicales, on a 12 dorsales et on a les 5 vertèbres lombaires qui sont dites sacrées. Parce qu'elles sont soudées entre elles. En bas, il y a le sacrum. Et après, on a les tout petits vertèbres, je ne sais pas si on les compte, qui comptent les derniers os, qui sont le coccyx, qui sont les restes de la queue de l'être humain, en fait, dans l'évolution. Et en fait, elles sont portées par un disque qui est soit sain, soit affaissé, soit détérioré. Okay ? Le disque entre les vertèbres qui nous permet de se plier, voilà. Et ils sont aussi pleins d'eau, ces disques, et du coup, ils sont malléables. Donc, le crâne, il est en relation perpétuelle avec le sacrum. Et dans le crâne, on a aussi tout le système vestibulaire de l'équilibre du corps. Et dans le sacrum, on a toutes les informations qui reviennent de nos jambes et de nos pieds par rapport à l'équilibre. Donc en fait, il y a une espèce de reliance permanente entre le haut du crâne de la colonne vertébrale et le bas de la colonne vertébrale. Et on appelle ça un core link. Donc si je vous liste la cartographie émotionnelle, j'ai un schéma sous les yeux. Je vais vous les lire et je vous donne un bref descriptif. Donc la première cervicale tout en haut dans le crâne, c'est l'atlas. C'est C1. Donc ça, c'est les idées qui tournent dans la tête, les pensées envahissantes, le surmental en fait. Quand on est tout le temps dans la tête, on perd le lien avec le corps. Quand on est tout le temps dissocié aussi, ça vient mettre un conflit mécanique en fait avec le crâne qui est au-dessous d'elle et qui la porte comme dans un espèce d'arceau et qui a tendance à la comprimer. On dit que c'est le siège du bavardage mental et de l'état de rumination qui perturbe à long terme. Par exemple, les TOC, la suractivité mentale, de toujours chercher à s'instruire et à connaître des choses. Voilà. Et du coup, on peut corriger la position de l'atlas pour déprogrammer le bavardage mental ou faire l'inverse, mais en passant par le corps, c'est plus rapide aussi, pour donner d'autres informations. La deuxième cervicale, c'est le déni de soi, le sacrifice aux autres. Et il y a certaines personnes, quand elles grandissent, qui sont programmées pour le sacrifice, pour l'oubli d'elles-mêmes et de leurs aspirations propres, qui n'arrivent plus à légitimer leurs propres besoins et qui font toujours passer les autres avant de multiples manières. Par exemple, un enfant qui grandit dans une famille où je sens que le parent veut un garçon et pas une fille, elle va devenir dans son développement un garçon manqué. C'est un exemple parmi d'autres. C'est très imagé comme exemple, mais c'est pour faire rapide. Par exemple, un enfant qui sent la souffrance de sa mère, qui la porte sur les épaules et qui est constamment en train de devoir s'occuper de sa mère qui n'est pas bien. Et qui s'oublie en fait, qui est sacrifié. Voilà. Et du coup, la deuxième cervicale, c'est tout ce qui ne m'autorise pas à être moi-même.
La cervicale 3, c'est être par ce qu'on fait. Donc ça, c'est les personnes souvent qui ont un activiste interne très très fort. J'ai tout le temps besoin de bouger pour me sentir exister et pour ne pas sentir ces émotions loger en moi. Ouais. Et ça, dans la symbolique, là, les exemples que je vous donne, ils sont que symboliques, d'accord ? Vous adaptez à votre histoire à vous. Mais par exemple, un enfant né d'une mère qui avait peur de le perdre pendant la grossesse peut avoir une peur de mourir constante, en fait, adulte. Et du coup, il va agir pour se prouver qu'il vit, au point de se fatiguer énormément. Ou un enfant, justement, qui vit avec un père ou une mère très malade, va avoir peur de cette maladie, de cette mort, et va devenir un activiste très interne, et pour ne pas sentir, en fait, cette énergie qui est égale à dévitalisation. Donc ça va le mettre en mouvement. Vous voyez, il y a plein d'exemples qui peuvent mener à ça. Il y en a pas qu'un, hein. Évidemment, chaque personne a sa propre vie. La cervicale 4, on a la colère et la culpabilité. Donc la colère, souvent, elle vient d'une accumulation de tensions qui viennent aussi d'une impossibilité de poser ses limites ou que les limites ne sont pas respectées ou de vivre de l'injustice. Donc ça, c'est souvent quand l'enfant il a vécu, ou le jeune adulte ou le jeune ado a vécu en fait un envahissement sur son territoire, ça peut être un grand frère ou une grande sœur qui nous a pas accepté, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être qu'à chaque fois qu'on exprime un besoin, il est balayé. Et ça peut être un enfant qui se sent responsable de ce qui arrive à ses parents. Le divorce, les disputes constantes, voilà. Et que, en fait, c'est comme si à l'interne, je dois me faire payer pour le crime imaginaire que je m'attribue. Souvent, ça, c'est les aînés de la famille. Ou les enfants qui ont des parents très, très, très exigeants. Ou des parents tout le temps en conflit. Ok ? Donc la colère dans la médecine chinoise, elle est reliée au foie. Et parfois, il y a des migraines qui viennent aussi de là. Et puis ça, c'est pas mal pour celle-ci de travailler la culpabilité qui brise votre potentiel de vie en fait. La cervicale 5, c'est la difficulté de dire, de s'exprimer, d'oser se montrer au monde avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est la fameuse boule dans la gorge, les troubles de la mâchoire. Et en fait, ça, j'ose pas dire aux autres ce que je pense de peur qu'ils me rejettent, de peur de subir de la violence ou de l'humiliation. Ça, c'est l'enfant qui a été puni parce qu'il parlait trop enfant et qui s'est habitué à rien dire parce que sa parole avait pas de valeur ou qu'il fallait surtout pas déranger avec la parole. La cervicale 6, c'est de porter la croix de l'autre. Si je me sacrifie parce que j'ai peur de dire non, parce que j'ai peur de pas être aimée, comme des personnes, par exemple, célibataires qui vont se sacrifier pour s'occuper de leurs propres parents. Mais en fait, si j'existe pas à travers moi, j'aide pas les autres. Ok ? Et c'est important de pas se demander trop à soi-même et d'apprendre à dire non et pas porter la croix des autres. C'est-à-dire que si je sens que mes parents sont en souffrance ou mes proches sont en souffrance, je peux être là dans une certaine mesure pour soutenir, mais pas jusqu'au point de m'oublier moi en fait. La dorsale 1, on a la peur de manquer, la peur de perdre. Donc parfois elle est objective, parfois elle est subjective. Okay ? Si je vis une réelle privation de nourriture ou de toit sur ma tête, elle est réelle. Et si c'est subjectif par rapport à mon vécu, par exemple que j'accumule des objets de peur de perdre, ça c'est subjectif. Donc les gens qui ont la peur de manquer, ils ont du mal par exemple à faire un régime, parce que si je supprime des aliments de mon alimentation et que je me force, hop, je me mets à stocker. Et je perds pas un gramme malgré les privations. Donc la peur de perdre, elle peut venir de plein d'endroits. Le décès de quelqu'un qu'on aimait, un enfant qui a grandi orphelin. Sa peur de perdre, elle va être imprimée en lui ou en elle dans n'importe quel événement qui va être en relation avec le lien.
et ou quelqu'un qui a une blessure à l'attachement 0-18 mois, bah dès que le lien il est trop proche ou trop loin, ça va activer quelque chose. Et la peur, elle finit par provoquer la perte. Et du coup, si j'ai peur de rater un examen et que je suis trop stressée, je vais probablement le rater. Ben, c'est un petit peu le même processus qui se passe. Et du coup, ça sidère le système nerveux, ça inhibe la personne et ça provoque la peur d'oser se lancer. Et on appelle ça le syndrome Titanic. C'est quand la personne elle a peur de se lancer pour réussir, qu'elle va tout faire inconsciemment pour se saboter. Ok ? Parce que de toute façon, elle se convainc qu'elle n'est pas capable d'y arriver. Ensuite, on a la dorsale 2, qui est la peur d'étouffer. Ça peut prendre aussi ça prend naissance dans diverses origines. Et ça, souvent, c'est aussi lié à l'accouchement symboliquement, comment il s'est passé. La peur d'étouffer physiquement et psychologiquement, aussi quand on a un parent angoissé, tout le temps autour de soi. Et il y a des personnes agoraphobiques qui ont ça souvent, la dorsale 2. Par exemple, c'est aussi la frontière entre le soi et les autres pour délimiter mon propre territoire au milieu des autres, mon propre territoire en lien avec l'autre et la peur de voir l'autre transgresser ce territoire. La promiscuité, ça provoque de la colère ou de la violence et ça peut provoquer un profond rejet chez ces personnes. Et ça vient souvent de la peur d'étouffer qui se manifeste. Ça, c'est aussi chez les personnes asthmatiques, beaucoup. Et j'ai du mal avec cette proximité, j'ai peur d'étouffer en fait. Ensuite, et ça se construit souvent malheureusement dans l'attachement, quand on est tout petit et toute petite. On a la dorsale 3, ensuite la peur de la peur, la phobie. La peur d'avoir peur, la peur de la terreur. Donc ça provoque carrément la phobie et la paralysie, mais complète de l'individu. Ça, c'est en lien soit avec des troubles du coccyx, qui est vraiment en lien avec tout le siège des croyances, qui est aussi en lien avec l'atlas, avec les ruminations mentales, parce qu'on crée sa propre prison mentale avec des croyances. Si j'imagine tout le pire qui va m'arriver, au fond, c'est un mécanisme que je fais pour me protéger. De si ça arrive, je suis prête. Mais le corps, il fait pas la différence entre le présent et le futur. Donc le corps, il s'intoxique de cortisol, d'hormones du stress au présent quand on fait ça. Donc les croyances, elles vont diriger vos actes, vos pensées. Et là, je peux aider la personne à prendre du recul pour détecter c'est quoi la cause inconsciente de cette peur. Ensuite, on a la dorsale 4-5, la peur d'aimer et d'être aimé. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ne pas être aimés, parce que quand on arrive dans le monde, notre premier souhait, c'est d'être aimé, c'est d'aimer, de partager de l'amour. Ça remonte à comment l'attachement s'est fait dans la petite enfance, comment j'ai été reconnue par mes parents, comment j'ai senti un berceau autour de moi pour me protéger. Et du coup, ça, c'est les personnes qui, adultes, pourraient faire n'importe quoi pour être jugées aimables, en fait. Donc ça remonte au sacrifice aussi. Cet enfant qui va en permanence distribuer des bonbons à tout le monde dans la cour de récréation pour avoir un essaim autour de lui ou d'elle pour être aimé. Et au final, les autres, ils vont profiter de la situation et dénigrer cet enfant quand il n'y aura plus de bonbons et le rejeter à nouveau. Et moi, je vois ça aussi dans les métiers infirmiers, dans les métiers des enseignants, en fait, qui peuvent s'épuiser parfois, qui se donnent corps et âme à leurs élèves, de peur de rien recevoir en retour, en fait. Voilà. La dorsale 6, on a la jalousie. La jalousie, c'est quand on a des attentes qui sont trop hautes, on a des exigences et on contrôle l'autre personne, ce qu'elle doit nous donner en permanence. Et du coup, le jaloux, il va aussi se comparer en permanence aux autres. Il supporte pas l'abandon, il exige l'exclusivité, mais en fait dans un contrôle de l'autre, sans travailler ses blessures. Et par exemple, la jalousie, elle se construit aussi quand on sent qu'il y a un des deux parents qui est jaloux de l'affection portée aux enfants par l'autre parent. Et qu'ils estiment qu'eux, ils n'ont pas assez d'amour.
Et ça, s'ils vont pas eux-mêmes visiter leurs blessures d'enfance, ils reproduisent sur les enfants. Et souvent, ça, c'est en lien avec l'appel du sucre, le pancréas. Et les fringales de sucre, c'est en lien avec ça. Voilà. Tu donnes aux enfants plus que tu devrais me donner à moi, ou tu donnes à mon frère et ma sœur plus, ou etc. Ou tu donnes, où l'enfant ressent en grandissant que la mère ou le père porte une attention à l'autre parent beaucoup plus qu'à lui ou à elle. Alors que l'amour des parents pour leur enfant est censé être le plus inconditionnel possible. Voilà. La dorsale 7, on a les conflits familiaux. Ça, c'est souvent ce qu'on appelle le singe dans le placard. Quand il y a des conflits, des secrets de famille, en fait, qui déstabilisent, parce qu'on le sait, on sent l'ambiance, on le nomme pas, mais on sait que c'est là. Et quand il y a un conflit de loyauté et que l'enfant ou l'ado va toujours prendre la défense de sa famille, quand il y a un conflit, agir en sauveur, en fait, pour préserver sa sécurité et celle de la famille, et la personne continue de faire ça en tant qu'adulte. Et la personne, elle essaye de se sauver en sauvant l'autre, surtout le parent, en fait. Voilà. La dorsale 8, on a la peur du changement, la peur de l'échec. Et si je suis obligée de changer de job, en fait, pour aller travailler ailleurs, et que je subis un choc émotionnel par rapport à ça qui est dur à dénouer, c'est un gros changement que j'avais pas prévu. Ça me sort de mes rails de train que je connais bien. Et du coup, c'est une source de stress monumental quand je suis pas prêt ou pas prête à l'assumer. Parce qu'en fait, ça bouleverse tout mon monde intérieur en imposant des nouvelles normes dans ma vie. Et ça, c'est compliqué. Donc ça, c'est la dorsale 8, la peur du changement. Pour les personnes qui ont beaucoup de contrôle, qui ont besoin de rituels, c'est difficile. Qui ont peur de l'échec, qui se sentent pas assez, par exemple. Souvent, c'est celle-ci qui pêche. La 9, on a la peur de l'abandon, donc la peur d'être abandonné. Et ça, c'est une des peurs essentielles de l'enfance, en fait. Quand il y a un des deux parents qui se barre du jour au lendemain sans explication, ça fait un gros nœud. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme le conte du petit Pousset, qui a tellement peur d'être abandonné qu'il sème des petits cailloux pour se retrouver, en fait. Et l'abandon, il peut être vécu de manière répétée dans l'enfance, avec un parent qui est dissocié, par exemple, et qui ne donne pas une pleine présence à l'enfant. La séparation, comment elle se fait avec le parent, ça peut provoquer une panique qui n'est jamais rassurée chez l'enfant, et ça se reproduit après dans des situations de mise à l'écart, et ça reste tout noué partout chez beaucoup d'adultes. On a la dorsale 10 qui est la peur de perdre sa place et les limites de son propre territoire, encore une fois. Et ça, je crois que c'est relié avec la vessie et le pipi au lit aussi. Ouais. Et ça, c'est quand ma souffrance ou mon ressenti ou mon vécu n'est pas pris en considération. Je sens que la personne en face, elle ne prend pas en compte. Elle essaie toujours de se justifier quand j'exprime mon ressenti et je ne me sens pas exister. Et du coup, c'est le fait que mon ressenti ne soit pas accueilli qui va créer le choc émotionnel. Et ce choc, il va se raviver à chaque fois que je vais vivre ça. Ou à chaque fois que je vais avoir des pertes de repères. Par exemple, dans les familles où l'adulte, il garde les infos constructives pour lui ou pour elle. Il ne donne pas d'infos constructives. Et du coup, l'enfant, il est tout le temps en perte de repères. Ouais. La dorsale 11, c'est la peur de perdre le contrôle. Ça, c'est lié à la dévalorisation personnelle. Quand je me parle mal avec moi-même dans ma tête, quand je me juge sévèrement, quand je suis très exigeante avec moi-même, que je crains de ne pas être à la hauteur de la situation. Ouais, quand je règle pas le problème, il va revenir. Ok? Donc ça, c'est la peur. On va travailler les tissus en lien avec les réactivations de la peur et de la peur de perdre le contrôle qui rigidifie en fait tout le corps et tout le fascia. La dorsale 12, on a la peur de ne pas être parfait. Mais la perfection n'existe pas. Ouais. Ça, c'est la peur des individus qui sont très, très exigeants avec eux-mêmes, qui ont des perfectionnistes aigus. Et j'ai une anxiété en fait permanente à l'intérieur de ne pas réussir mes objectifs. Et se cache là-dessous la peur de ne pas être aimé, en fait.
c'est aussi le sentiment d'incarnation sur cette terre qui peut faire ça. Et ouais, c'est de prendre conscience que la perfection, elle est relative, elle est subjective, et que je peux me donner le meilleur à moi-même, le meilleur de moi-même, en accord avec moi-même. C'est je me fixe mes propres objectifs, et quand ils sont trop hauts, peut-être que c'est nécessaire de les revoir. Après, on a les 2 premières lombaires. Ça, c'est la honte, la construction de la honte, le vécu d'humiliation ou la sensation d'être humilié. Ça, c'est l'insécurité à ce niveau-là dans le lien, en fait, surtout. C'est quand j'ai grandi en étant dévalorisée, quand je sens toute cette déstabilisation et on a les plus violentes à l'extrême, hein, dans l'exemple, c'est les incestes, les abus, le viol, cette intrusion-là et qui déclenche une souffrance en fait qui est monumentale à l'intérieur. C'est comme si la personne elle était souillée en fait, abusée jusqu'au fond de son être, ça se loge dans la colonne vertébrale. Parce qu'en fait, un acte pareil, surtout quand c'est dans l'enfance, enfin encore plus, ça dépend des personnes et de leur vécu et comment elles le vivent. Mais cet acte-là, il fait cette violence-là, fait douter la personne de son identité, de son image d'elle-même, de sa valeur, de sa capacité à être aimée, à être respectée. Donc en fait, il y a une perte de repère totale et sa peur des autres, en fait, elle va s'inscrire dans ses tissus. La terreur, elle va s'inscrire. D'où le besoin en fait d'une reconnaissance et d'empathie, d'excuses pour réparer ça en fait et de recevoir de l'accueil quand il y a des émotions, quand il y a des peurs qui sortent de la part des autres. Et après, il y a des humiliations qui sont moins spectaculaires, mais pas des moindres, le harcèlement scolaire, l'abus de l'autorité d'un père, d'une mère, qui perturbe aussi la personne d'une manière durable, la manipulation d'un parent. Et ça continue à faire souffrir en tant qu'adulte aussi. Il y a aussi beaucoup les douleurs du ventre qui sont liées à ça. Les personnes qui ont des... comment on dit j'ai perdu le mot. Qui sont constipées ou qui ont la diarrhée ou des douleurs abdominales, souvent il y a des terreurs de l'enfance logées dans le côlon à ce niveau-là aussi. Après la lombaire 3, on a la honte, la trahison et le sentiment de honte, il peut remonter très très loin, jusqu'à la vie intra-utérine. Et quand je me lave par exemple continuellement les mains, ça c'est certaines personnes qui ont un trouble obsessionnel compulsif et ça peut être une liaison de la mère intra-utérine. Ça c'est le décodage biologique et plein d'autres méthodes qui travaillent avec ça, les constellations familiales. C'est intéressant de voir ce qui ressort parfois. En tant que fœtus ou petit enfant ou enfant, j'ai vécu la trahison et j'ai porté entre guillemets le péché originel. Voilà. Et quand je l'ai identifié, je peux m'en libérer et ne pas porter ça pour mon parent et éliminer le nœud inconscient qui a été créé pour ouvrir la porte à une autre existence. Donc ça veut dire que dans ma relation actuelle, je dois pouvoir réussir à aller dans la vulnérabilité et à parler de la trahison, de la peur de la trahison, etc. Ensuite, on a lombaire 4-5, ça c'est lié au poids sur les épaules. C'est la personne qui sent qu'elle doit soutenir, qu'elle doit répondre aux contraintes exagérées qui lui sont imposées par des personnes qui la poussent à faire toujours plus loin, toujours mieux, toujours plus vite. Et c'est beaucoup. Il y a plein d'enfants qui sont poussés dans leurs limites, qui font des activités toute la semaine, enfin, qui sont tout le temps poussés, d'avoir des bonnes notes à l'école, voilà. Et souvent, ça, l'hernie discale, elle est liée à ça. Parce que, en fait, c'est une exigence du corps de se mettre au repos. Parce que quand vous avez une hernie, les sciatiques, elles font tellement mal qu'on peut plus bouger. Et ça vient aussi chez les personnes qui se sentent responsables de tout et qui se rendent indispensables. C'est-à-dire qu'elles survivent pas à cette cadence infernale qu'on leur a imposée et que du coup, elles s'imposent elles-mêmes. Et que c'est aussi les personnes qui portent la croix des autres, qui culpabilisent
de ne pas pouvoir aider plus. Et à contrario, qui peuvent avoir le double schéma, hein, mais qui vont se rendre indispensables aux autres pour ne pas être rejetés. Voilà. Ensuite, on a le sacrum. Ça, c'est d'être sous l'emprise de. Ok ? Le sacrum sacré, c'est vraiment le plateau tout en bas qui porte la colonne vertébrale, qui lui donne aussi l'équilibre, l'orientation qu'il a et la mobilité qu'il a, elle est hyper importante pour tout le positionnement et la mobilisation de la colonne. Pour toutes les postures, toutes les assises, les actes dynamiques, le repos. Et souvent, le sacrum, il se fige quand on sent on est sous l'emprise de quelqu'un, qu'on a une relation d'emprise, ou de quelque chose, ou d'une situation. Et souvent, ça commence avec l'autorité parentale, qui est exagérément violente ou abusive dans le ton de la voix, ou dans ne pas laisser exister l'enfant dans sa parole. Et c'est normal qu'un enfant il obéisse aux parents, mais c'est pas normal que l'enfant ne soit jamais visité dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il veut, dans ce qu'il est. Et du coup, si ce détachement est pas correctement fait, l'enfant il reste éternellement sous l'emprise de ses parents et ça perturbe en fait ses relations hiérarchiques avec les autres. D'ailleurs, c'est souvent des gens qui ont ces schémas-là, qui sont policiers, contrôleurs, audits, patrons, qui ont ces problèmes-là. Ensuite, tout en bas, on a le coccyx, qui est, je le disais tout à l'heure, le siège des croyances et des valeurs. Et il y a des personnes qui restent toute leur vie, et ça, c'est l'allégorie de la caverne de Platon, si vous connaissez. Je pourrais le faire en podcast éventuellement. Qui restent animées toute leur vie par les croyances qu'elles ont héritées de leur petite enfance. Et là, je dois apprendre à voir que ma vérité, c'est ma vérité, mais que parfois elle a des œillères, et que je dois faire un travail de prise de conscience et de mise à distance pour me libérer de la situation réelle et d'arrêter de fuir le réel, en fait. C'est aussi beaucoup ça. Donc en fait, tant que je ne vais pas détecter la cause de ma souffrance ou de ma douleur, je continue à souffrir. Si je ne vais pas explorer ça et résoudre ces problèmes-là, ces nœuds-là, ils reviennent toujours me hanter. Et l'intensité, elle va grandir au fil du temps. Ouais. Donc quand vous retournez dans un événement de crise, dans un moment de crise, où on peut le provoquer en thérapie, de manière douce aussi, je reconnecte en fait à l'événement inconscient ou qui a été occulté, sur lequel j'ai mis des œillères physiques, mentales, qui a généré la souffrance et provoqué ce nœud tissulaire qui est toujours actif dans ma vie actuelle. Et puis, je vais laisser parler le corps. Et le corps, il me donne les clés pour arriver au moment de l'imprégnation de ce choc émotionnel qui est propre à moi et à mon histoire, à la personne. Et des fois, il faut remonter loin. Des fois, ça remonte loin tout seul. Et je récupère en fait au travers de ce processus de guérison ma pleine capacité à être dans toutes les dimensions de moi. Ma capacité à faire, à créer, à dire, à m'exprimer, à exister. Et petit à petit, mon corps se nettoie, je l'aide de tous ces nœuds émotionnels, ces tensions inconscientes. Et que ce soit musculaire, tissulaire, articulaire, osseux, organique. Et en prenant conscience de mon bagage émotionnel, je vais pouvoir observer à l'instant T mon parasitage, ce qui se passe dans mon corps quand je suis en train de vivre les choses, de cultiver cette présence corporelle à moi-même. Je vous ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Ça va vous aider à dépasser vos peurs qui vous conditionnent dans votre comportement, dans votre pensée et dans votre corps. Et tous ces niveaux vont passer à un autre niveau énergétique pour prendre le chemin de la libération. Et en fait, ne restez pas seul. Si vous vivez quelque chose comme ça, ou si cette symbolique, elle vous plaît, dites-vous qu'il y a d'autres méthodes que la médecine traditionnelle, enfin la médecine classique plutôt. Il y a des méthodes comme les médecines traditionnelles justement, et complémentaires qui peuvent être un bon complément. Et par le mouvement, par le lien, des techniques comme la biodensa où vous réapprenez à être au contact du lien, tout en ne vous lâchant pas la main, tout en restant au contact de vous. Et c'est intéressant, ou la fasciathérapie qui fonctionne bien. En tout cas, il y a des méthodes. Et
et d'en parler aussi à vos proches, de pouvoir en parler, de faire de l'imago pour explorer avec votre partenaire qu'est-ce que vous êtes en train de rejouer aujourd'hui dans votre relation. Et rappelez-vous que tout ça, c'est un processus. Vous n'allez pas le faire en 2 semaines et vous n'allez pas le faire en 2 mois. C'est un chemin de vie, c'est un processus. Mais dès que vous mettez de l'énergie dans une direction pour aller explorer ça, elle va se déployer. Et le tout, c'est de prendre la décision de faire ce chemin. Et quand on est dans le lien, ça réactive ça. Donc, quand on va dans des groupes de personnes et que ça nous active, ou qu'on soit avec son partenaire ou sa partenaire, ou ses enfants, ou ses amis, ou en one by one dans le lien, vous pouvez à chaque instant écouter ce que votre corps dit. Et quand il se crispe quelque part, vous pouvez le relâcher. Là, vous instaurez un petit peu de sécurité davantage. Quand il y a une émotion que vous osez pas sortir, votre corps parle. Et si vous osiez montrer ses larmes, qu'est-ce qui se passerait? Là, vous réengrammez quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça qu'on fait petit à petit, tous les jours, un tout petit pas, on plante une petite graine, on réapprend le toucher, on réapprend à se montrer, on réapprend la vulnérabilité et on se libère de tout ce qui n'a pas pu avoir lieu, tout ce qui n'a pas pu exister de sain précédemment dans sa vie. Et vous avez un pouvoir d'action au présent, ne minimisez jamais ça et ne minimisez jamais tout ce qu'on peut réparer au contact du lien. Parce que tout ce qui s'est brisé au contact du lien se répare au contact du lien parce que c'est ça qui réactive le trauma. Et seul, je ne peux pas toujours réactiver le trauma parce que je peux l'intellectualiser mais je ne le sens pas. Voilà. Et si vous voulez aussi des idées de cercles de guérison, des cercles de femmes, des cercles d'hommes, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Il y a tellement de choses hors thérapie, des espaces de sécurité dans lesquels vous pouvez voguer pour aller vous redécouvrir vous-même et vous reprogrammer et vous libérer. Il y a tellement de choses. Et moi, je vous souhaite une belle exploration de tout ça. J'espère que cette symbolique de la colonne vertébrale, elle vous a plu. C'était un peu long. J'ai fait 40 minutes. Merci pour votre écoute et à tout bientôt.